Voilà. Bon, on est pas mal ici, non? Hein? C'est sympa Ouais, c'est sympa. Ouais. Alors on m'a dit comment s'appelait cette jeune femme qui m'a monté jusqu'ici. Alors là, je suis Tu désolé, connais mais pas tout le monde. je crois vais que pas vous pouvoir te connaissiez donner le son nom. prénom de la jeune femme qui nous a monté là. Ah non, tu l'avais pas. Ouais, une jeune femme de l'accueil qui m'expliquait que tous les étages étaient faits de la même manière exactement, Absolument. pour pas que les gens se perdent. Mais je lui dis, à ce moment-là, il y a quand même des étages où on se perd pas, mais on sait plus où on est puisqu'on sait plus dans quel étage on est, quoi. En fait, Alors, en fait, on a l'impression qu'on sait plus où on est, mais en réalité, quand on commence à être là, on voit parfaitement où on est. D'accord. Donc, Mais ici, on est quand même à un étage où il y a des terrasses. Alors, est-ce que oui, chez PwC, on a quand même des étages de direction où la direction a un meilleur étage pas ou du pas? tout. Ah. Ah, C'est fini le patriarcat et la, ouais. Alors, je sais pas si on peut appeler ça du patriarcat, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'a plus du tout ça. C'est-à-dire que moi, les membres de mon comité de direction sont à différents étages, souvent avec leurs équipes, et on se voit à peu près une fois par semaine. Et d'ailleurs, cette pièce-là, c'est un peu la pièce du comité de direction. D'accord. C'est-à-dire que c'est là où on se réunit. Et toi, t'as un bureau fixe? Alors moi, j'ai un bureau fixe, Ouais. absolument, parce que sinon c'est compliqué quand j'arrive et tout, si je suis obligé de chercher pour un bureau. Voilà, oui, j'ai un bureau Non, mais fixe. de toute façon, quand même, par moment, c'est un peu une grande arnaque, ça, parce que je crois que la dernière fois que j'ai vu dans des grands patrons, c'était, je peux le dire, en plus c'est pas méchant, mais c'était chez M6 quand Nicolas de Taverneau était encore là-bas. Avant que j'enregistre avec lui, ses collaborateurs m'avaient dit, oui, nous on est tous en flex office, etc. Tout le monde se met. Mais bon, nous, on est là-haut au 10e, 12e, Ouais. 15e, je sais pas. Et puis, bon, bah oui, bon. Et puis Nicolas, il est son flex office, mais il est là-bas au fond. Oui, d'accord. Donc, le flex office était somme toute assez relatif. Mais en fait, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire Oui. que oui, on est en flex office. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais, c'est que mon bureau, quand j'y suis pas, pour le coup, il y a rien dessus. Donc ça veut dire que quand j'y suis pas, Il peut être je le utilisé. note, enfin je le mets sur un paperboard, dans un tableau là, et les gens peuvent venir s'installer s'ils veulent faire une réunion ou autre. Donc c'est pas un souci. Mais le principe de réalité, c'est que j'ai besoin quand j'arrive d'avoir un bureau. Je peux pas me permettre d'aller chercher un bureau pendant un quart d'heure, 20 minutes, voire une heure. Ça bosse tout le temps ici, ça grouille tout le temps, 24/7 ou pas quand même? Non. Non. Non, je crois que l'ère du 24/7. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des projets sur lesquels les équipes sont embarquées, etc. et travaillent dur, mais le 24/7, non, absolument pas. Après, nos équipes, elles sont à la fois sur place, mais surtout chez nos clients. Enfin, le principe d'ailleurs d'un cabinet de pluridisciplinaire, d'un cabinet d'audit, de conseil juridique et fiscal, c'est d'aller quand même plutôt chez les clients. De ce point de vue, on a une partie des gens qui sont ici, une partie chez nous, donc c'est assez réparti. Ok. Bon, j'ai pas fait l'introduction en bonne et due forme. Patrice Moreau, on est donc chez PwC. Je suis ravi d'être accueilli ici. En effet, c'est beau, une belle vue sur la Défense. En plus, on voit beaucoup de vos clients, j'imagine. Ça permet Exactement. de les surveiller, c'est ça, de voir. Et est-ce que avant de te poser plein de questions et d'essayer de comprendre ce qu'est PwC, mon enjeu sur cet épisode, et c'est vraiment de comprendre qui tu es, ce que vous faites, comment tous ces métiers ont changé, parce que je pense qu'ils ont été révolutionnés. Et puis aussi, moi, ils m'inquiètent, ces métiers. Enfin, je veux dire, l'avenir du conseil, de l'audit, est quand même, pour beaucoup, il faut s'accrocher pour voir assez loin. Donc, je voudrais qu'on traite un peu ça, puis je voudrais qu'on parle d'OVNI un petit peu, si tu veux bien. Bien sûr. Mais avant tout ça, si tu veux bien, je te propose de te présenter toi-même. Oui. Donc, Patrice Moreau, voilà, président de PwC France et Maghreb. Et c'est important parce qu'on est une entreprise unique. Juste peut-être rapidement, PwC France et Maghreb, c'est alors un cabinet pluridisciplinaire, à la fois des activités de conseil, à la fois des activités juridiques et fiscales, des activités d'audit, des activités M&A aussi. C'est un peu plus de 7000 personnes entre la France, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et on est dans un ensemble beaucoup plus grand qui est PwC au niveau mondial, 55 milliards de chiffre d'affaires et 370 000 personnes. Donc, une grosse machine. Et alors, pour ce qui me concerne, eh bien moi, je suis rentré, je vais bientôt fêter mes 35 ans. Voilà, alors 35 ans, quand je dis ça, mes enfants me regardent, je suis l'alien, parce que 35 ans dans la même boîte, tu te dis, mais est-ce que c'est juste possible? C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, ils ont tendance à penser qu'au bout de 3 ans dans la même entreprise, il y a alerte rouge. J'ai commencé dans cette entreprise qui m'a donné plein d'opportunités. J'ai fait une carrière vraiment incroyable dans le sens justement de pouvoir partir par exemple à l'étranger. Moi j'ai passé 3 ans à Hong Kong.
en 98. Donc c'était juste après la rétrocession à la Chine. Et d'ailleurs à l'époque on me disait non mais t'es bien sûr, t'es sûr que tu vas partir, ça va être chinois, etc. J'ai passé des années formidables. Et puis ensuite j'ai progressé dans l'organisation et à la fois m'occuper de clients parce que ça c'est mon ADN et en même temps prendre progressivement des responsabilités de management jusqu'à la présidence. Où là, j'ai été élu donc en tant que président, puisque on est un partnership, et donc ce sont mes associés qui m'ont élu en juillet 2021 pour un mandat de 4 ans. On va revenir sur cette approche de partnership. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que j'aurais aimé dans mon agence que j'ai vendue l'année dernière, à un moment, essayer de mettre en place quelque chose comme ça, de buy-in un peu. Parce que pour moi, l'exemple, c'est un peu les cabinets américains, les cabinets d'avocats, quoi, un petit peu dans lesquels on peut acheter, revendre, etc. et comprendre un peu comment ça fonctionne. 1 milliard, c'est énorme, et à la fois sur 55 au niveau mondial, oui. Ça reste une petite région finalement quelque part. C'est quoi la grosse région? C'est les US? Alors la plus grosse région, c'est les US. C'est combien? Le UK, alors les US, c'est pas loin de la moitié, enfin 25 milliards à peu près. D'accord. Après, les grandes régions, c'est le UK, et puis l'Allemagne qui est un peu plus gros, mais pas dans les mêmes proportions. Mais vraiment, les très grosses, c'est US, UK, qui sont des très très gros pays. Et ça, c'est parce qu'en France, il y a des concurrents locaux plus gros ou... Alors, je pense que le marché du conseil est pas complètement le même. Le marché du conseil dans le monde anglo-saxon, c'est un marché où les entreprises font appel de manière systématique et enfin ça fait partie de faire du business que faire appel à des consultants. Là où dans l'environnement français, c'est un peu différent. Alors bien sûr, il y a des cabinets, bien sûr, il y a des grands cabinets qui existent, mais la profondeur du marché n'est pas la même. Parce que les entreprises françaises ont plutôt eu tendance à faire je fais en interne, et puis bien sûr, je fais appel à des cabinets de conseil parce qu'il y a des sujets que je peux pas traiter en interne, mais il y a quand même une logique d'internalisation, là où les grandes entreprises anglo-saxonnes, depuis tout temps, elles ont plutôt l'objectif de dire on va travailler avec des cabinets de conseil qui vont apporter toute la valeur et pour aller beaucoup plus vite. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle. Alors, d'abord évidemment les États-Unis c'est un marché qui est énorme. Quand tu vois la taille des US, c'est normal que ça fasse cette taille-là finalement. Mais au UK par exemple, c'est vrai que la taille du cabinet est disproportionnée par rapport à la taille de l'économie si on compare à la France. Et c'est un leader PwC mondial. Enfin, on appelle ça les Big Four. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a les Big Four. Après, aujourd'hui, les Big Four, on est de plus en plus, on parle de plus en plus à des grandes boîtes de conseil comme Accenture par exemple, comme Capgemini. Nous aujourd'hui, on a fait 55 milliards. Parmi les Big Four, celui qui est devant nous, c'est Deloitte. Ouais. Et puis après, t'as EY, après t'as KPMG. Mais on ne se compare pas uniquement entre Big Four, parce que aujourd'hui, et tu parlais de transformation, aujourd'hui, on a une gamme de services et de produits, on est de plus en plus dans la tech, on accompagne les entreprises dans leur transformation, dans des transformations profondes, et donc on se compare à tous ces autres cabinets, en fait, ces grands cabinets. C'est ça, parce que finalement, à l'origine, moi je voyais, alors c'était probablement le cas, mais moi quand je suis sorti d'études, on avait les cabinets d'audit et d'expertise comptable. D'ailleurs, moi, quand la fois où j'ai failli bosser avec PwC, ça s'est pas fait, non pas parce que, enfin, j'avais envie, mais ce qui est assez drôle, c'est que ça a failli se faire par une région qui dépend de toi, puisque c'était la Tunisie. J'avais une société en Tunisie que j'ai revendue l'année dernière avec tout le reste, et ils avaient failli me convaincre de passer en expertise comptable chez eux, pour après me dire il faut que tu intègres ça aussi en France pour avoir vraiment une expertise comptable intégrée, et je trouvais ça assez séduisant en l'occurrence. Mais c'est vrai que pendant longtemps on voyait ces métiers-là. Aujourd'hui, vous êtes parti sur des métiers qui sont plus potentiellement proches de Bain, McKinsey, BCG, ou quand même pas? Alors si. En fait, c'est ce qu'on appelle les Big Four. Ces cabinets se sont construits sur l'audit. À l'origine, ce sont quand même des cabinets d'audit. Et puis ensuite, ils ont grossi et puis ils ont développé plein d'autres activités. Et aujourd'hui, on est ce qu'on appelle des cabinets pluridisciplinaires, dans le sens où on a bien sûr des activités d'audit, mais on a des activités de conseil. On a également des activités de strat. Nous, par exemple, en 2014, on a racheté Booz & Hamilton, et donc on a intégré dans nos équipes des compétences strat. Et aujourd'hui, on a des compétences strat qui sont
de même nature que celles que peuvent avoir McKinsey ou BCG ou Bain. Sauf que nous, en plus, on a le juridique et fiscal, on a le M&A, et puis on a toute la tech sur laquelle on a énormément investi ces dernières années. Et eux n'ont pas forcément ça. Alors, les cabinets de conseil traditionnels. Ces cabinets-là, en général, les cabinets traditionnels, soit ils font du conseil pur, soit ils ont un peu plus d'activité, mais ils ont rarement le juridique et fiscal. Ils n'ont pas non plus évidemment les activités d'audit. Donc, ils ont un spectre d'offres de services qui est beaucoup moins importante que celle que l'on peut nous offrir à nos clients partout dans le monde. Parce que, ce qui est incroyable dans cette organisation, et c'est pour ça que moi je la trouve exceptionnelle, c'est que tu as 370 000 personnes, il n'y a pas un sujet qu'on n'est pas capable de traiter. Pas un sujet dans cette organisation. Moi, à un moment donné, si j'ai besoin d'avoir un expert dans un domaine très pointu sur l'aéronautique, sur je sais pas quoi, je sais que je vais le trouver dans l'organisation. Et sur ensuite, le stacking dans la blockchain. Ouais, exactement. Okay. On a des gens qui sont très bons sur la blockchain. D'ailleurs, on a une petite activité en France où on a été un peu pionnier d'ailleurs dans la blockchain et on accompagne des entreprises. Ledger, par exemple, c'est une entreprise qu'on a accompagnée dans la blockchain. Il faut être pointu pour accompagner Ledger. Ouais, non mais ce que je veux dire, c'est que on a cette expertise-là qui est extrêmement profonde et ça nous permet du coup de répondre à toute problématique. Et ensuite, on fait des alliances, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on organise des coalitions, on est dans un écosystème de manière à ce que, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas vocation demain à aller être un fournisseur de logiciels ou de software. Bon, il y a des gens qui sont bien meilleurs que nous, Microsoft, SAP. Sauf que on a des partenariats très importants avec eux parce que, voilà, nous, on va chercher le meilleur de la technologie partout et ensuite, notre objectif, c'est d'aider les entreprises à les mettre en place. Et là, c'est toujours transparent parce que ce qui est difficile là-dessus, alors, donc, finalement, j'ai un passé assez proche dans mon agence Cosa Vostra, dans le sens où moi, j'ai commencé sur cette agence, sur du conseil, plutôt en digitalisation. Donc finalement, réseaux sociaux, création de sites internet, UX, UI, donc qui sont des choses que vous faites notamment vous avez un bureau dans le centre de Paris là. Ouais, puis on a racheté 2 boîtes comme ça qui étaient spécialisées dedans et qu'on a intégré dans nos équipes. Et en fait, ce que j'avais comme problématique, c'est qu'une fois que j'avais fini une mission, souvent ils allaient potentiellement la déployer avec une boîte qui faisait du dev, etc. Je me suis dit attends, moi je prends, alors c'était des montants différents, mais j'étais solo il y a 15 ans, je me disais je prends 20, 30 000 euros sur une mission comme ça, c'est bien. Mais en fait, derrière, il va aller investir 300, 400, 500 chez quelqu'un d'autre. Donc, je vais essayer d'internaliser ça. Et puis après, une fois que j'avais fini le site internet ou toute la prestation technique, ça s'arrêtait de nouveau. Et donc, après, il fallait les accompagner pour créer du contenu, animer, etc., etc. Donc, j'ai toujours essayé d'aller... La difficulté aussi quand on fait ça, c'est que on peut peut-être un peu perdre en expertise, c'est-à-dire que on va ceux qui font que une chose, qui font que de l'UX, voire que de l'UX mobile, ils sont super pointus et très très forts dans leur univers de concurrence. Nous, par exemple, on avait une practice très forte sur les médias. Ouais. Et quand on travaille avec des externes, par exemple des éditeurs de logiciels, on doit quand même réussir à être indépendant et à pas proposer Microsoft parce qu'on a un meilleur deal avec Microsoft qu'avec Salesforce ou tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu vois, par exemple, 2 réponses par rapport à ça. La première, c'est que nous, on recrute énormément. Alors moi, tu vois, quand on fait de la croissance, et donc on fait beaucoup de croissance, soit c'est de la croissance, on va recruter des associés à l'extérieur, parce que nous, la croissance, on l'a fait avec les associés, soit on va coopter des associés en interne. Sur les 4 dernières années, on a eu 170 nouveaux associés qui ont été recrutés ou cooptés. Donc, c'est très important. Sur 7000 personnes, sur combien d'associés au total? On est à peu près 400 associés au total. Donc, ça fait beaucoup de mouvements et donc, on a beaucoup cru. Dans ces recrutements, il nous arrive, et moi, je rencontre souvent des associés des cabinets de pure players de strat. Les Bain, les BCG, etc. Et ils me font exactement la remarque. Ils me disent, on adore ce qu'on fait. Sauf que le client vient nous chercher, on fait une mission strat, et puis quand il faut mettre en œuvre tout ce qu'on a recommandé dans la strat, là, on passe le ballon à quelqu'un d'autre. Et ça me frustre. Je leur dis, venez chez moi, parce que vous allez pouvoir faire la strat en même temps chez moi, et en même temps, derrière, vous allez pouvoir accompagner le client dans l'exécution. Donc, c'est vrai que sur ces sujets-là, le fait qu'on ait cette taille, en quelque sorte, cette taille critique, et le fait qu'on couvre tout le spectre, très important. Et tu parlais de fait qu'il peut y avoir des problèmes d'indépendance. Mais nous, en fait, on a des partenariats avec
tous les acteurs technologiques. Donc, on n'est pas en train de pousser l'un par rapport à l'autre. Non. Nous, on est là pour dire aux clients, demain, vous voulez mettre en place un ERP SAP ou du Salesforce ou déployer du Microsoft. On connaît parfaitement ces technologies. On a des gens chez nous T'as qui une savent équipe parfaitement. Salesforce, par exemple. Exactement. Qui fait que de J'ai une l'intégration. équipe Microsoft, j'ai une équipe Salesforce, j'ai une équipe SAP. Donc, on est capable de venir. Donc, on n'est plus dans une notion de on est indépendant ou pas. La question peut se poser pour des cabinets qui sont plus petits. Parce que là, pour le coup, eux, ils n'ont pas la taille critique pour avoir des équipes suffisamment étoffées dans les différents domaines. Mais nous, avec la taille qu'on a, on travaille avec on a des partenariats avec tous les grands acteurs technologiques. Et toi, ton job, je voudrais revenir après sur les partnerships, enfin comment on rentre. Mais ton job, c'est quoi dans tout ça? C'est alors peut-être pas d'ouvrir de nouveaux pays, mais c'est justement de voir quels sont les nouveaux partenaires. Tu choisis aussi les nouvelles practices, les nouvelles orientations. Est-ce que je vais à fond sur Salesforce? Est-ce que je vais, je sais pas, sur Penny Lane par exemple en ce moment? Penny Lane, vous faites? Ouais. Oui, on fait. On a par exemple aussi on appelle ça un partenariat avec Pigment, tu vois, par exemple. Ok, ouais. Qui était là l'an dernier d'ailleurs, Ivatech, avec qui avait très gentiment qu'on a fait fort besoin d'intégration. Ouais, absolument. Et on travaille. Alors, moi, mon job, c'est quoi? Moi, mon job, c'est de donner l'impulsion, de fixer le cap, de fixer la stratégie, fixer la feuille de route, et ensuite de la déployer. Lorsque j'ai pris mes fonctions au 1er juillet 2021, on a fait un exercice avec mon comité de direction de revue de la stratégie, et on a défini une feuille de route très détaillée. Et ensuite, depuis ce temps-là, on déploie et on exécute la feuille de route. Et on exécute la feuille de route avec beaucoup de rigueur, beaucoup de systématisation et beaucoup de dynamisme, enfin de détermination dans l'exécution de la feuille de route. Donc c'est ça. Et moi, mon rôle, c'est de donner l'impulsion, c'est d'embarquer les associés, d'embarquer tout le monde. En fait, de donner le cap à un collectif, parce que là où nous, on est vraiment fort, c'est quand tout le collectif est aligné, va dans le même sens. Et ça, c'est un travail, un effort un peu au quotidien, de s'assurer que tes associés, en fait, ils sont tous convaincus qu'on va dans le même sens. Voilà. Donc moi, ça, c'est mon rôle de m'assurer qu'il y a une cohésion dans le partnership justement entre les associés, qu'il y a une solidarité et que le collectif prime toujours sur l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu n'existe pas, au contraire, mais le collectif est plus important. Ok. Comme au Paris Saint-Germain. Et personne n'est plus grand que le club. Ça, c'est vrai. Il n'y a plus de Kylian Mbappé. Le partenaire, comment ça fonctionne? Un associé, alors il y a différents niveaux. C'est comme, je sais pas, chez Goldman où tout le monde devient VP au bout de 4 ans. Enfin, j'ai une bêtise, mais est-ce qu'on paye pour devenir associé? Est-ce que on a un PNL? Comment ça se passe? Alors, on est dans un partnership, effectivement. On a des associés qui, effectivement, vont mettre de l'argent dans notre firme. Ils achètent de l'equity? Alors, oui, ça revient à ça. Ils ont de l'equity dans la firme. Et en fait, c'est important parce que ça représente, en quelque sorte, nous, en fait, on n'a quasiment pas appel à des financements extérieurs. Donc, c'est vraiment les associés qui financent la firme avec, bien sûr, l'activité. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que ces associés, ils ont ce qu'on appelle tous les 4 ans, il y a la possibilité, puisque les mandats de président, c'est des mandats de 4 ans, donc tous les 4 ans, ils sont appelés à voter. Et donc, pour pouvoir être voté, pour pouvoir être élu, il faut que tu ailles faire ta campagne, il faut que tu fasses un petit manifesto, que tu expliques ce que tu as envie de faire et tout. Il y avait combien de gens en face de toi quand tu... Alors moi, quand je me suis présenté, il y avait 2 autres associés. D'accord. Voilà. Et donc, il faut aller convaincre tes associés que tu as la bonne vision, que tu as l'énergie, pourquoi tu as envie de le faire. Donc, en fait, c'est très intuitu personné, en fait. Tu vois. Et je trouve que ça a un côté, pour moi, c'est le summum de la démocratie, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est pas un président ou c'est pas un board qui a dit, tiens, lui, c'est le bon. Non, moi, j'ai été voir les associés, je leur ai parlé, il a fallu les convaincre. Alors, évidemment, on n'est pas dans un contexte politique, hein. Une campagne chez nous, elle se passe de manière sereine, y a pas ça. Mais c'est un vrai temps d'échange et de conviction. Et moi, c'est vraiment une période que j'ai adorée parce que ça m'a permis aussi, comme c'est un grand partnership, de rencontrer beaucoup d'associés, d'en connaître plus certains que je connaissais moins bien. Et puis à partir de là, voilà, Et comment ça se passe? C'est un tour, 2 tours? Alors, c'est ce qu'on appelle un seul tour. C'est-à-dire qu'il y a un système, en fait, où
tes associés doivent noter, tu as un ranking, donc est-ce que tu mets un tel en premier, un tel en deuxième, un troisième, et après il y a un report de voix qui se fait en fonction, donc tout un mécanisme, voilà, où à la fin, t'es élu quoi, ou t'es pas élu. Et l'enjeu pour moi ensuite, en étant élu, c'est de faire en sorte que les 2 candidats qui étaient face à moi, je les réintègre et qu'ils soient relancés. Parce que c'est des talents, c'est des très grands talents, et donc l'enjeu pour moi, c'est de pas perdre ces talents. Mais donc il y a quand même une pyramide de fonctions. Enfin, il y a un organigramme établi en dessous de toi. Oui. Dans les associés. Alors il y a plusieurs rangs d'associés ou il y a plusieurs. Il n'y a pas vraiment de rang d'associés. C'est juste que tu as des associés qui ont des fonctions. Donc tu as des associés qui vont être au comité de direction, qui vont être responsables des lignes métiers. Comme je disais tout à l'heure, on a nous 4 grandes lignes métiers. On a l'audit, l'assurance, qu'on appelle assurance dans le sens anglo-saxon du terme. On a ensuite le conseil, on a tout ce qui est M&A acquisition et puis juridique et fiscal. Donc tu as des patrons de ces métiers-là, et c'est normal que des patrons de ces métiers-là, parce qu'il faut bien à un moment donné donner le cap, la direction, gérer. Mais tout ça se fait dans un ensemble où il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, puis à un moment donné, il faut prendre la décision, quoi. Et il y a donc du vertical, il y a du transverse, il y a des secteurs d'activité, des patrons ou patronnes de secteurs d'activité, automobile ou oui, exactement. Il y a des patrons d'industrie, tout à fait, qui ont une vision transverse. On avait aussi ce qu'on appelait des plateformes. Donc, par exemple, nous, on avait une plateforme qui gérait tous les aspects de transformation, donc qui était transverse à tous nos métiers. Tu avais une plateforme sur tout ce qui était sustainability, voilà, qui était transverse aussi, une plateforme autour du risque, et puis une plateforme autour du deals, le continuum M&A, c'est-à-dire qui va pas uniquement du M&A pur, mais sur les avocats, voilà. Donc vraiment quelque chose sur le PMI, etc. Vous êtes vraiment quelque chose de large. Vous êtes une law firm aussi, hein. Vous êtes un cabinet d'avocats. Exactement. À Cabonet, alors cabinet d'avocats, juridique, fiscal, quand même beaucoup fiscal, mais aussi un peu juridique. On n'est pas un cabinet de lawyers, d'avocats d'affaires comme les grands cabinets anglo-saxons. On est plus sur les aspects juridiques, mais enfin, on a un beau cabinet. Et on peut griller des étapes. Il y a des jeunes qui montent très vite, très fort, très haut. Comme dans toutes les carrières, tu as des gens qui ont des carrières un peu plus exponentielles et d'autres qui ont des carrières plus linéaires. Donc, oui, il y en a qui vont plus vite que d'autres, c'est tout à fait légitime. Et t'en as qui ont des carrières un peu plus linéaires. Et puis après, tu sais, dans la vie, tu peux monter très vite et puis à un moment donné, t'as un petit stop et puis tu plafonnes un peu, puis hop, ça repart. Les carrières ne sont pas du tout des carrières linéaires normales. Ça dépend en fait à la fois de ta contribution, de ta performance, ton énergie aussi, hein. Parce que moi j'en vois. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu es associé, voilà, tu as une responsabilité, tu bosses dans une ligne de service, tu as un métier, mais on t'empêche pas d'aller développer quelque chose. Demain, tu as envie, tu dis tiens, il y a un truc vachement intéressant ou une offre qu'on aimerait bien développer, écoute, vas-y, pourquoi pas. Donc t'en as qui sont plus entrepreneuriaux que d'autres. Et donc ceux-là, ils montent plus vite que les autres. S'il y en a un qui lève la main, qui dit en effet, je veux faire de la finance décentralisée à fond, c'est mon dada, je pense qu'il faut aller proposer ça. Ou typiquement, je parlais tout à l'heure de stacking sur tout ce qui est je cherche les cryptos, comment on appelle ça, les USDC, les stablecoins par exemple. Oui. Tu connais un peu moi je connais un peu, mais oui, je connais un peu, mais tu as des gens dans l'univers de finance, ça va être un très très gros sujet. Bien sûr. Et nous, et d'ailleurs, pour te dire, on a des associés qui, à un moment donné, ils sont venus me voir et m'ont dit, j'aimerais bien faire développer un peu autour de la blockchain, effectivement, les crypto-assets, etc., stablecoin, tout ça. Et puis, je lui dis, ok, banco, on y va. Si on pense que on a un intérêt à y aller, si on pense qu'il y a un business case, parce que c'est pareil. T'as parfois des gens qui veulent faire des choses, mais derrière, tu te rends compte que le marché ou le business case, il n'existe pas. Donc, quand il y a vraiment un rationnel et qu'il y a du potentiel, oui, bien sûr, vas-y. S'il y en a un qui, si vous l'avez pas développé, un practice très vertical là-dessus, et qu'il y en a un de chez vous qui nous écoute, moi, je dirais all-in sur le stablecoin. C'est sûr que je pense que... Mais on en a qui travaillent là-dessus aussi. Si je reprends ma casquette de chef, de patron d'agence avant, est-ce que tu pourrais me livrer quelques secrets, des choses que tu as pu apprendre sur donc combien de temps de maison? Combien de temps 35 ans. 35. Ouais. J'ai cru me tromper parce que je me dis c'est pas possible 35, tu fais pas ça aurait pu être ton âge presque. Ouais, je fais pas trop vieux comme ça, mais enfin j'ai mon âge quand même. Et tu vois, j'avais par exemple quelques ratios
Alors pendant un moment, c'était plus petit et puis peut-être pour vous c'est bien au-dessus. Si j'ai fait le calcul, de toute façon vous êtes déjà avec le Maghreb, vous êtes déjà à 140 et quelques mille en moyenne par tête. Mais j'imagine qu'en France c'est beaucoup plus que au Maghreb. Oui, bien sûr. Oui. Mais par exemple, quelques règles métiers comme ça. Combien de temps un collaborateur doit être facturé par combien de jours par an? Enfin, est-ce que t'as des choses à m'apprendre, En fait, des bases? alors évidemment, dans un métier comme le nôtre, il y a le taux d'occupation qui est important. Ça, c'est un KPI fort. C'est quoi un bon taux d'occupation? En fait, c'est la difficulté pour te répondre, c'est que ça dépend des métiers. Tu as des métiers, par exemple, où tu vas plus être dans, comment je veux dire, en fait, du delivery, par exemple, tu es à l'audit, etc. Et à ce moment-là, tu vas avoir des taux d'occupation qui vont être beaucoup plus élevés. Oui, près de 100% potentiellement. Oui, parce que tu as moins besoin et tu quasiment pas besoin, en fait, de faire du développement commercial. Parce que une mission de commissariat aux comptes, c'est un mandat que tu as pour 6 ans. Donc, à partir du moment où tu as fait l'investissement, tu es parti sur 6 ans. Voire plus d'ailleurs, parce que si ça marche bien, les clients, en général, ils évitent de changer tous les 6 ans. Dans le métier du conseil, là, pour le coup, en fonction d'ailleurs des métiers et des offres, tu peux te retrouver avec des taux d'occupation qui sont plus faibles parce que il faut quand même avoir le temps de la prospection commerciale et puis le temps du commercial. Donc, tu peux avoir des taux qui vont être à 60%, 70%, etc. Et puis après, les taux sont différents entre si tu es un directeur ou un senior manager, où tu vas passer plus de temps commercial, versus si tu es quelqu'un de plus jeune, où là, pour le coup, tu vas plus passer du temps à être sur la mission. Et là, par exemple, si c'est plus grande masse, mais on va dire, certains métiers, je comprends, on va dire 70%, c'est bien, dans une moyenne de métiers. Et un directeur, un manager, c'est combien? C'est 40, un manager dans un, non, un directeur sur un manager dans un métier, ça va peut-être être du 50%, en fait. Okay. Tu vois, du 50. Mais encore une fois, ça peut être très différent parce que, en moyenne, c'est du 50%, mais tu peux en avoir qui vont faire beaucoup plus de démarchage commercial et d'autres qui vont beaucoup plus sur des très grosses missions être dans du delivery, ce qu'on appelle du delivery, en fait, c'est-à-dire livrer la mission. Et vous vendez autant du TJM, du taux journalier que de la mission? Ou c'est plutôt On fait du forfait, du taux. Enfin, aujourd'hui, on est encore beaucoup basé sur du taux journalier. Et d'ailleurs, dans tous les appels d'offres, il y a toujours des grilles de taux, etc. Et ça, c'est un enjeu parce que en fait, la vraie question, c'est que nous, on investit énormément dans la techno et on arrive de plus en plus avec des solutions techno. Et donc, la solution techno, c'est pas du taux journalier. Donc, on réfléchit de plus en plus à voir comment on intègre dans nos pricing un élément techno, en fait. Je te disais au tout début, moi, une des raisons pour laquelle alors j'ai vendu Cosa Vostra était principalement parce que j'étais nettement moins opérationnel. Et à un moment, je considère qu'il faut être opérationnel, vraiment les mains dedans au quotidien. Moi, je suis passé du côté de la création de contenu. Et puis, alors, il y a aussi un moment où, très honnêtement, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, mais je trouvais ça, je trouve le service épuisant. Je trouve que entre l'interne où tu passes ta vie quand même en étant patron à gérer aussi des gens tu gères les gens qui sont pas contents, tu gères pas, enfin les gens qui sont contents, ils ont pas besoin de toi quelque part. L'externe, c'est aussi un peu ça. Et j'ai un deuxième point, mais je viendrai après. Déjà, je te laisse réagir à ça. C'est pas, tu le ressens ce que je dis, tu vois ce que je veux dire. Alors, je le ressens avec peut-être un bémol, c'est que moi, je suis quand même finalement dans une grande entreprise. Ouais. Et que donc, je suis quand même entouré, j'ai des relais, j'ai des patrons de métier, j'ai des patrons de business unit, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je me retrouve à gérer vraiment les sujets très complexes, soit des sujets qui concernent les associés ou les équipes, soit des sujets qui concernent nos clients, parce qu'il y a aussi des problématiques complexes comme ça. Mais heureusement, je gère pas les sujets en fait qui sont plus des sujets opérationnels dans un métier. Oui. Là où probablement que toi, t'étais en direct en réalité parce que t'étais un entrepreneur, chef d'entreprise, et donc t'avais plus le côté immédiat direct. Et d'ailleurs, dans les acquisitions récentes qu'on a pu faire, dans les discussions qu'on a, souvent les fondateurs ou ceux qui à un moment donné décident de vendre, c'est parce que ils ont la même réflexion que toi, c'est-à-dire qu'ils à un moment donné, si on veut passer à une dimension plus grande, il faut qu'on s'adosse avec quelqu'un qui est plus gros. Et puis ensuite, parce qu'il y a un côté un peu épuisant d'à la fois aller faire le commercial et en même temps de gérer tous les sujets en interne, parce que forcément la structure n'est pas assez grosse
pour que tu puisses déléguer tout ça. Ce que me dit un peu Sébastien Bazin dans cet épisode, qui me dit à son sens, c'est plus facile de diriger un groupe du CAC 40 que Mais il a ouais. 100 fois raison. 100 fois raison. Je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de ce que c'est que la vie d'un chef d'entreprise. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a justement une entreprise de taille moyenne. Et je le vois quand je discute avec lui, il me pose des questions sur des sujets, je ne saurais pas apporter la réponse en fait, parce que je les traite pas ces sujets-là en fait. Ouais. Donc moi c'est vrai que j'ai une pression et un stress qui est différent parce que j'ai la responsabilité de 7000 personnes et que je peux me retrouver du jour au lendemain avec des sujets de réputation, des sujets vachement importants. Mais en même temps, j'ai pas ces sujets au quotidien que doivent gérer les entrepreneurs comme mon copain ou comme toi ou comme celui à qui on a racheté la boîte et qu'on a intégré. Qui sont contents, hein. Je tiens à le noter, les personnes que j'ai vues qui se sont fait racheter souvent par PwC restent dans l'escarcelle, partent pas dès qu'ils ont fini leur earn-out. Il y en a plein qui sont assez contents d'être avec vous. Alors oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours dit aux gens que je rencontre, je sais que pour vous, le prix est important, mais on sera peut-être pas le plus disant. D'autant plus dans un environnement, il y a quand même beaucoup de boîtes de private equity aujourd'hui qui rentrent sur le marché un peu du conseil et qui vont parfois mettre des prix qui sont juste insane. Enfin, je veux dire, c'est pas raisonnable, mais c'est comme ça. Moi, je leur dis ce qui est plus important, c'est qu'on ait le fit avec vous, que vous vous sentiez à l'aise, que vous ayez envie de travailler avec nous, et on passe beaucoup de temps dans l'intégration à la fois de ces fondateurs et de leurs équipes. Parce que moi, ce que je veux éviter, parce que c'est de l'argent tout ça, c'est pas de me retrouver au bout de 3, 4, 5 mois ou 6 mois avec les gens qui partent parce que finalement ils sont pas intégrés. Surtout que vous êtes un métier quand même si dans les acquisitions il y a probablement quelques logiciels et quelques suites métiers peut-être, mais vous êtes quand même un métier, un endroit où c'est l'humain avant tout. T'achètes quand même des humains. Absolument. Et ça, l'humain avant tout, ça c'est notre credo en fait. Ouais. C'est-à-dire que on développe beaucoup la tech et on dit souvent qu'on est une tech powered company. On dit pas qu'on est une tech company. Moi, je ne suis pas une tech company. Pour moi, l'humain restera toujours, quoi qu'on en dise, intelligence artificielle, etc. Ça restera toujours la priorité. Et ce qui est important par rapport à ces acquisitions, c'est que moi, je suis très conscient de ce que c'est pour un entrepreneur qui avait pas, parce que quand ils viennent et s'intègrent chez nous, ils vont avoir pas mal de contraintes aussi, parce qu'on est une grosse boîte, donc on a nos règles de compliance, on a nos règles d'indépendance, etc. Et donc, je suis conscient qu'il faut leur faciliter la vie au maximum pour éviter justement qu'ils se retrouvent avec une situation où non seulement ils s'intègrent pas bien, mais en plus de ça, ils ont toutes les contraintes de la grosse boîte. Le tech powered, tu touches du doigt le deuxième point où je voulais t'emmener, c'est pour moi une des raisons sur laquelle j'étais comme je n'étais plus au management, j'aurais peut-être voulu opérer ce changement si j'étais resté aux commandes, mais le changement de l'IA, l'avènement de l'IA était quand même quelque chose où je me suis dit waouh, sur beaucoup de ces métiers-là, on parle beaucoup de tous les métiers de chiffre, d'expertise. Alors notamment, c'est pas que l'IA d'ailleurs, c'est aussi beaucoup d'automatisation et de choses comme ça. Mais après, même sur le conseil, même sur l'analyse, tu parlais de Pigment, etc. Tu te dis, ça va quand même secouer très fort, non? Alors, oui. Ça secoue déjà très fort? Alors, pas tant que ça aujourd'hui, pour être totalement transparent. Pas tant que ça. Peut-être aussi parce que aujourd'hui, on a une activité qui reste forte, même si on passe par des moments qui sont un peu bumpy avec ce qui se passe en termes de géopolitique. Mais on a eu une très forte croissance et on n'arrive pas toujours à recruter tous les talents qu'on veut recruter. Donc finalement, l'IA, ça peut être aussi un élément de réponse pour faire face à nos enjeux de croissance et au fait qu'on va pas pouvoir aller recruter tous les talents. Donc ça peut permettre de dégager quand même pas mal de temps et de faire en sorte que finalement nos collaborateurs passent encore plus de temps chez les clients, avec les clients, pour les aider. Donc pour moi, l'IA, je le vois comme étant positif. Tu vois, je prends l'audit par exemple, parce que l'audit c'est un métier réglementé, voilà, c'est un métier qui est relativement processé, standardisé. On a aujourd'hui, on termine les développements d'un outil mondial qui sera un peu le RP d'audit de PwC, on va remplacer le nôtre actuel, dans lequel on aura investi plus d'1 milliard dans cet outil avec Microsoft pour intégrer de l'intelligence artificielle. Mais même là, on va intégrer pas mal d'intelligence artificielle et ça va nous aider, mais dans les projections qu'on a, on n'envisage pas que ça va remplacer 50% de nos équipes, pas du tout. Moi, je pense que on va avoir de plus en plus besoin d'humains dans les interactions, parce que s'il y a une chose, c'est bien d'avoir une IA
Enfin, aujourd'hui, l'IA, c'est pas l'humain, toi et moi, quand on interagit. Hein. Et donc, même si l'IA, elle peut prendre ta voix, elle peut avoir ton visage, etc., ça reste une IA. Et il y a besoin d'interaction, en fait, personnelle. Qu'est-ce qu'elle va faire ce nouveau logiciel développé avec Microsoft? Qu'est-ce qui va permettre de plus que l'ancien permettait pas? Il va permettre, en fait, de traiter des volumes de données en masse et de pouvoir dégager des projections, des prédictions. Par exemple, demain, pour aller détecter éventuellement la fraude, il va pouvoir dégager des patterns. Donc, tu vois, enfin, Il y aura de la vraie intelligence. Il y aura, voilà, il va y avoir de la vraie intelligence. Alors, après, ça va prendre un peu de temps, évidemment. Mais là, pour le coup, on va se retrouver avec les moyens, finalement, de détecter des choses qu'on voyait pas et de traiter surtout des volumes beaucoup plus importants. Parce que en audit, tu peux pas, même si tu as beaucoup de temps, tu peux pas traiter tout. Tu es obligé de faire une analyse par les risques, tu es obligé de faire des sondages. Bon, là, par exemple, tu as besoin de faire un sondage. Tu pourras aller revoir toute la population. Et ensuite, c'est fou, hein. Ouais. Voilà. Donc, ça va vraiment nous upgrader, nous augmenter en quelque sorte. Mais tu auras toujours besoin d'avoir des gens qui vont interpréter, qui vont analyser et qui vont interagir avec les hommes et les femmes qui sont en face de nous. C'est passionnant parce que en termes de projection et j'imagine, ce qu'on appelle les data lakes ou des choses comme ça, j'imagine qu'à un moment, tu vois, moi j'ai ma montre connectée, je viens de l'enlever là, mais pour essayer de pas avoir de montre devant les caméras, mais qui normalement enregistre tout, etc. À un moment, je me dis la corrélation entre, je sais pas, le nombre de pas, le battement cardiaque, le sommeil, la météo et que sais-je. À un moment, ça pourra peut-être me sortir des projections, des prédictions, me dire tiens là tu vas être malade, ça prend ma température en permanence. Enfin, oui, mais tu vois, c'est intéressant parce que à la fois ça va te dire ça, mais est-ce que ça va pas faire quelqu'un de méga stressé? Parce que quand ta montre va t'expliquer que dans 2 ans tu risques d'avoir une crise cardiaque. Moi, je pense que ça va potentiellement chez certains augmenter ce genre de truc, parce que c'est des gens qui sont déjà stressés. Oui, mais c'est vrai que t'as déjà ce pattern, c'est-à-dire que typiquement, de temps en temps, le matin, tu t'en as pas de Garmin ou de choses comme ça, non? Non, j'en ai pas, justement. Je pense à le faire, mais il y a ce sujet, en fait, moi, qui me gêne un peu et qui me trotte dans la tête, qui est de me dire, oui, ok, mais alors peut-être que ça peut me sauver, et peut-être qu'un jour, je vais dire, ah, merde, j'aurais dû la mettre. Mais en même temps, de me dire, bon, le truc est en train de me dire, oulala, t'as des battements trop importants. Moi, je sens que je vais stresser, et je vais être là, et je vais appeler les urgences, ils vont me dire, attendez, qu'est-ce que vous m'appelez, là? Non, mais je pense c'est un peu comme les tests ADN, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, des effets de bord. Par exemple, je me réveille le matin, je me dis j'ai passé une super nuit, je regarde ma montre, elle me dit t'as passé une nuit toute pourrie. Ben non. Et donc là tout de suite on se dit est-ce que j'ai vraiment passé une bonne nuit? Je suis plus sûr. Donc en effet c'est un peu embrouillé. Alors après, je pense que c'est des effets. Je pense que plus l'IA va être va être travaillée, plus les données vont être fiables, etc. Tu vas vraiment pouvoir tirer des choses. Mais bon, et puis on voit bien que l'IA aujourd'hui il y a quand même encore pas mal de biais, hein, donc il va bien falloir traiter. Avant d'ouvrir le registre OVNI. Si t'avais eu l'occasion de toi te donner des conseils à toi-même, mais plus jeune, et à te dire attends, Patrice, juste essaie de comprendre ça, de bien creuser tel et tel et tel métier, de bien pour mieux comprendre là où t'allais dans tes métiers, dans ton mode de management, dans je sais pas, du leadership ou les apprentissages que t'as eu ces dernières années, que tu pourrais me transmettre ou te transmettre à toi-même, on va dire plus jeune. Ce serait quoi les plus grands apprentissages? Peut-être de dire, fais-toi finalement plus confiance, parce que peut-être qu'il y a des moments où je manquais un peu de confiance en moi et voilà. Et puis après, d'être peut-être plus posé. Moi, j'ai appris ça au fur et à mesure, de pas réagir immédiatement, tu vois, de manière instantanée. Je peux faire un check, je te comprends. Mais ça, c'est bon. De pas réagir immédiatement, de quand t'as un truc qui t'énerve et que t'as envie, moi maintenant je l'écris et puis je le mets de côté et à peu près 9 fois sur 10 je supprime le truc après. Et voilà, c'est des exemples de ce type. Si je devais refaire demain la même carrière, il y a peut-être des choses que j'aurais fait de manière un peu moins et puis peut-être prendre plus en considération. Il y a quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure. Alors moi je suis un très gros travailleur. Et c'est vrai que il y a un moment donné où il faut reconnaître et respecter l'équilibre de vie pro-perso. Tu vois, moi je parle de ça avec mon fils qui travaille dans un cabinet de strat pour le coup. Et on a l'occasion parfois de discuter et tout, et je vois les horaires qu'il fait. Et il me dit, je sais pas si je resterai toute ma carrière en ce cas. Et je lui dis, franchement, je ne te pousse pas en fait, parce que je pense que l'équilibre de vie pro-perso et l'équilibre de vie avec la personne avec qui tu vis aujourd'hui, elle est
importante et tu dois pas la négliger pour ton équilibre personnel à toi. Moi, je suis très partagé là-dessus et je pense que tu sauras ce que je veux dire. Dans le sens où je suis un gros travailleur aussi. J'ai appris à être, enfin, j'ai été élevé dans des entreprises, on va dire, où ça travaillait très fort, très dur. Enfin, j'ai assez peu fait carrière en dehors de chez moi, en l'occurrence, mais j'ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime bien quand même aussi. Je trouve que tôt dans ta carrière, être un peu élevé à la dure, le côté aussi comme Complètement dans un d'accord. vestiaire, même limite un truc, des choses qui se font plus. Ce sera pas là, tu vas pas pouvoir dire que t'es d'accord, mais moi, presque les bizutages et des choses comme ça, je trouvais à un moment qu'il y avait un truc, même un esprit de corps, des choses qui se formaient, qui sont plus du tout. Enfin, tout a changé. Alors dans vos métiers complètement, j'imagine que même dans les recrutements, vous devez être. C'est deux entreprises différentes, celle dans laquelle t'es rentré, celle que tu diriges aujourd'hui, non? Ouais, alors il y a des choses auxquelles on fait attention à les recrutements. Par exemple, on fait attention au recrutement d'avoir un équilibre entre les recrutements d'hommes et de femmes, parce que ça c'est un sujet important. Vous y arrivez? Alors on y arrive. La difficulté qu'on a nous, c'est que au fur et à mesure que les gens montent, on a plus de femmes qui partent que de femmes qui restent, et ce qui fait que du coup, on se retrouve à un moment donné avec en termes d'associés, on a une proportion d'associés femmes qui est inférieure à la proportion d'hommes, et on voudrait revenir à un équilibre plus fort. Et ça s'explique comment? Bah, ça s'explique parce que on a un certain nombre de femmes qui, à un moment donné, le travail est exigeant, les clients, etc., et qui se posent des questions elles-mêmes pour leur qualité de vie, pour leur équilibre. Alors, on met en place Parce des qu'elles sont plus programmes. intelligentes, en fait. Enfin, Pardon? à un moment, elles se disent, c'est trop pour moi, et alors que les mecs, ils restent. Non, je sais pas, c'est, Ah ben hein? moi, je pense qu'au contraire, on a des femmes qui sont très intelligentes. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Et voilà. Et ce qu'il faut qu'on fasse, et d'ailleurs, c'est les programmes qu'on met en place, c'est qu'on arrive justement à leur mettre des programmes en place pour les convaincre de rester. Tu vois, Mmh. on a pris une mesure que j'ai trouvée géniale, et alors moi, je me rendais pas du tout compte, parce que moi, ça fait depuis longtemps que j'ai plus ces sujets. On a mis à disposition des places en crèche. 300 places en crèche. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sert 100% des demandes. Mais ça a été presque un game changer. Ouais, Parce que, en fait, on réalise pas. Mais aujourd'hui, tu as des femmes qui, lorsqu'elles se lèvent le matin, la charge mentale, ah, zut, mon gamin, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, voilà, etc. Et là, on leur dit, ben non, ta charge mentale, on va la prendre. Et puis, voilà, on va te proposer une place. C'est ce type d'actions qui doivent permettre, ils doivent les convaincre justement qu'elles peuvent faire une carrière tout aussi intéressante que dans une autre entreprise chez PwC. c'est super. Ce qu'il faut aussi, c'est qu'on réussisse tous ensemble à faire en sorte que les hommes, et je ne suis pas exemplaire là-dessus, hein, nécessairement, mais aient cette charge mentale ou la partagent aussi, parce que, Alors de en plus en effet, plus, ouais, de plus ouais. en plus, parce que nous on voit de plus en plus d'hommes justement qui prennent leur congé paternité, etc. par exemple, et donc c'est une bonne chose. Hein. C'est pas obligatoire chez vous. Il y De a prendre le congé. ouais, Alors les Américains de plus en plus chez Google, je crois que c'est ouais, obligatoire non, maintenant. nous c'est pas obligatoire, mais on incite quand même pas mal à le prendre. Enfin en tout cas, on en fait beaucoup la publicité, on a beaucoup de visibilité par rapport à ça. Donc et objectivement, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Hein. Alors, on se retrouve ici sur le podcast d'OVNI, dans lequel on est associé finalement. Alors, je crois à plusieurs titres, hein, parce que je suis associé à PwC. Alors, je ne suis pas associé de PwC, mais je suis associé dans le fonds OVNI, et à Patrice aussi, je crois. Toi, tu es à double casquette dans le fond. Oui, alors moi en fait, à titre personnel, hein, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre un petit peu de, comment on dit, skin in the game. Et puis, alors OVNI et PwC, c'est une histoire qui remonte déjà à quelques années, hein, puisque en fait, on a beaucoup réfléchi à lancer notre propre fonds VC. Et à l'époque, on avait besoin de trouver du sourcing pour pouvoir en fait alimenter le fonds. Et donc, on avait commencé à avoir des discussions avec Arnaud et Augustin. Et puis, ce projet-là ne s'est pas fait parce qu'on a beaucoup de contraintes en termes d'indépendance. Mmh. Et donc, à un moment donné, on a décidé qu'on pouvait pas le faire. Pour autant, moi, j'ai voulu vraiment qu'on soit beaucoup plus connecté à l'écosystème des startups, parce que finalement, quand on arrive chez nos clients avec des solutions, et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas toutes les solutions et surtout technologiques. Par contre, on a des startups qui ont des très belles solutions qui peuvent intéresser nos clients, et donc on voulait faire un peu y aller ensemble. Et la meilleure façon d'y aller ensemble, c'est de trouver un écosystème, et OVNI était un bon écosystème, et donc on a commencé à travailler plus régulièrement avec eux. Et puis à un moment donné, on s'est dit, la meilleure façon de continuer à être arrimé, c'était de devenir aussi investisseur dans OVNI. Donc pour moi, c'est la reconnaissance du fait qu'on est sérieux
pour être dans cet écosystème. Comment, au-delà de l'investissement, on réussit à ce que ce soit un succès pour tout le monde là-dessus, pour vous et pour nous? C'est du reporting, c'est d'aller voir les startups. Comment on peut faire? Il y a plusieurs actions. Moi, j'ai un directeur chez nous qui est un ancien de Microsoft d'ailleurs et qui faisait ça en fait chez Microsoft en connectant avec Qui s'appelle comment? Thierry. Oui, Tu d'accord. connais Thierry. Thierry. Voilà. Et donc Thierry a la responsabilité de ce programme en fait startup. Et l'objectif, c'est de travailler avec OVNI notamment pour revoir un petit peu toutes les startups qui existent, de faire un peu le mapping avec nous, nos propres industries et nos propres offres, pour dire, tu vois, par exemple, voilà, dans la finance, alors Pigment, c'est pas chez OVNI, mais dans la finance, il y a ces startups, c'est très intéressant, on fait un partenariat ensemble. Et puis comme ça, on va voir les clients ensemble. Donc on la teste. voilà. Donc on est parfaitement dans ce type de programme. Et j'ai voulu que ce soit plus concret en fait. Et souvent, alors tu connais bien ça parce que vous avez acheté des boîtes peut-être plus grosses, mais ce qu'on appelle, c'est un de vos métiers, j'imagine, la PMI, la Post-Merger Integration. Absolument. Mais souvent, je trouve que les grands groupes et les startups ont, tu vois, tu connais Y Combinator, tu vois ce que c'est? C'est un incubateur, l'incubateur des incubateurs à San Francisco. Ouais. YC. Et ils ont une liste et ils disent en gros dans la liste des règles d'or, ne travaille jamais avec des grands groupes, ils vont te faire perdre du temps. Est-ce que ça c'est une époque révolue? Est-ce qu'on peut réussir à moi je l'ai expérimenté, mais c'était plutôt il y a 10 ans, tu vois, dans les startups qu'on crée en fait, on te fait miroiter des tas de choses et puis en fait à la fin, t'es tellement prioritaire en 12 que en fait, il se passe pas grand-chose. Est-ce qu'on a dépassé ce moment-là, tu crois, ou est-ce que Je pense que ça reste difficile parce que en fait, c'est un choc de culture. Je veux dire, et moi je te disais tout à l'heure, même pour des acquisitions qui sont pas des startups, qui sont des entreprises en plus dans le conseil, donc assez proche de ce que l'on fait. Il y a quand même un choc des cultures. Tu arrives, t'avais 50, 100 personnes, t'étais relativement autonome, t'étais beaucoup plus agile, et puis tu rentres dans une structure avec ses process, avec son organisation, avec tout ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment développé des programmes d'intégration pour faire en sorte que ça soit un succès et que les personnes qu'on intègre, progressivement, elles adhèrent à notre culture, mais qu'on leur laisse le temps et qu'elles voient les bénéfices. Parce que les bénéfices aussi, quand même, pour les gens qu'on intègre, c'est que on les connecte avec les grandes entreprises. Et c'est ça aussi le truc. Moi, je trouve que c'est un win-win dans le sens où quand je vais voir un client et que je gagne une mission parce que j'ai été pour lui vendre ce que je sais faire, mais que je lui ai dit, on va le faire avec telle start-up ou telle entreprise, pour moi, c'est win-win. C'est sûr. Dans la théorie, c'est voilà, ce que j'aimerais voir, c'est comment on peut y arriver au mieux dans la pratique. C'est vraiment le Est-ce que c'est simple? Après, non, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple. Et surtout, ce que je voulais, moi, c'était infuser beaucoup plus d'innovation. Et je pense que la meilleure innovation, c'est quand même au niveau des startups. Ouais. Et pour un groupe comme le nôtre, où on est vraiment à développer la tech, à développer l'innovation, tu vois, on a fait notre Tech Lab, on est sur Vivatech, comme tu le sais. Donc, on fait beaucoup de choses. Être associé, ou en tout cas, pousser les associés, et pas uniquement ceux qui travaillent directement avec eux, mais à voir cet écosystème, à voir ce que ça veut dire d'être innovant, déjà, c'est énorme, en fait. De toute façon, tu n'as pas le choix que d'infuser quelque part dans tout ça. C'est-à-dire, ce matin, je recevais sur Generation It Yourself, mon podcast, le patron de QTI, qui est donc ce labo de recherche d'IA, qui a été financé par Iliad, CMA-CGM et Eric Schmidt. Ouais. Donc, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, Eric Schmidt. 300 millions, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un laboratoire de recherche indépendant, mais qui livre que des produits open source, donc il y aura rien techniquement à en tirer pour les gens qui le financent, enfin à part un écosystème, etc. Ah oui, non, c'est énorme. Et je lui dis mais pourquoi ils font ça? Et en gros, il me dit mais dans les grandes lignes, c'est qu'ils infusent, c'est-à-dire que ils viennent, ils regardent, on leur donne un peu nos résultats un peu avant tout le monde, ils comprennent et ils se disent comment je peux l'intégrer à CMA-CGM, comment je peux l'intégrer à Iliad, comment je peux. Donc ils comprennent le monde avant tout le monde, et comme ça va très vite, beaucoup plus vite qu'avant encore. Les quelques jours d'avance, les quelques semaines d'avance ont jamais été aussi importants. Ouais, et puis c'est bien quand tu vas voir un client et que tu lui dis, tiens, j'étais avec telle ou telle start-up, voilà. Enfin, tu vois, ça leur permet aussi d'être vraiment connectés à cet écosystème d'innovation. J'ai 2 questions avant de te laisser. Je t'ai déjà gratté 1 minute, je vais t'en gratter une de plus. Vas-y, tu peux y aller. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui après 35 ans ici? Qu'est-ce qui te donne envie le matin, le feu sacré quand tu viens?
au bureau? Le potentiel, en fait. Le potentiel qu'a PwC. Moi, j'ai démarré il y a 35 ans, en France, 300 personnes. 7000 aujourd'hui. Et avec l'IA et avec la révolution qu'on est en train d'observer, je pense qu'il y a un potentiel absolument incroyable. Et donc, je vois les gens que je côtoie, les associés que je côtoie en France, à l'étranger ou ailleurs. Je me dis, il y a une puissance intellectuelle, une puissance de feu qui est juste considérable. Donc, moi, je vois encore beaucoup de potentiel. Et ce qui me fait lever le matin, c'est que je suis un optimiste. Alors, un optimiste par choix, parce que voilà, c'est pas naturel l'optimisme. Donc, c'est vraiment un optimiste. Même si dans le contexte actuel, il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien et que voilà, tu peux être inquiet. On vit une époque incroyable. Je vais pas dire qu'elle est formidable parce que avec ce qui se passe, la guerre, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais elle est quand même incroyable en termes de bouleversement. Et moi, quelque part, ça me motive, ça m'énergise. C'est stimulant intellectuellement. Et voilà, et c'est stimulant intellectuellement. Et les discussions qu'on a aujourd'hui, voilà, l'écosystème, OVNI, etc. Et quand je vois des jeunes qui ont 25 ans et ce qu'ils font, je me dis, waouh, c'est incroyable. Je me dis, on peut être inquiet et en même temps, on se dit quand on a des jeunes qui ont cette intelligence et ce qu'ils font, bah, je reste effectivement assez optimiste. La plus grande difficulté que tu as rencontrée sur toute cette carrière? Alors, j'ai pas rencontré de difficultés en tant que telles. Ce qui est plus difficile, je pense, en vrai tant que... optimiste, hein, quand même. Oui, non mais c'est vrai, quand je réfléchis, je me dis finalement, je peux pas me plaindre parce que j'ai eu un beau parcours. Et j'étais dans une boîte qui a toujours été bienveillante et qui m'a toujours permis de me réaliser. Et ça, c'est quand même très important parce que quand j'entends parfois certains de mes amis ou des enfants machin qui t'expliquent des cultures parfois un peu toxiques dans des entreprises difficiles, etc. C'est pas la culture qu'on a chez nous, c'est pas la culture que moi j'ai connue. Donc quand tu me dis est-ce que c'est difficile, bah non. Moi, ce qui a été peut-être un peu difficile, c'est ce qui est difficile toujours, c'est de créer le collectif, de faire en sorte que le collectif fonctionne, qu'il soit soudé, qu'il aille dans le même sens, qu'il soit aligné. Et ça, c'est un vrai boulot. Ça, c'est le 24/24. 7 sur 7, 24/24. Parce que ça, pour le coup, il faut convaincre, il faut aller voir, il faut régler les petits sujets, les petites tensions à droite, à gauche. Et ça, c'est un full-time job. Mais ça, en même temps, aujourd'hui, quand je vois ce que fait notre organisation en France et Maghreb notamment, bah ça me donne beaucoup de pêche, en fait. Moi, je trouve que c'est le plus satisfaisant. Quand ça fonctionne, tu vois, on peut faire l'analogie au sport, mais Luis Enrique au PSG ou quelque chose comme ça, quand le collectif marche, wow. Là, tu dis, waouh, ça, là, on peut faire des trucs incroyables. Dans un truc très technique, je recommande à tout le monde une vidéo sur l'usine à trombone. Ça te parle ou pas, non? Ça, je vais te l'envoyer. Ah, bah, je veux bien, ouais. Ouais, je veux bien. 40 minutes, ouais. Sur les potentiels non-sens de l'IA en ce moment. C'est très, très intéressant. Ah, bah, écoute, ouais, volontiers. On te suit sur LinkedIn? Oui. Par exemple? Ouais, tu publies un peu? Ouais, je publie un peu. Après, moi, je suis pas un grand fan et je publie de ce qu'il faut, mais je suis pas non plus, je passe pas ma vie à publier des choses. Si on veut te contacter, c'est quand même le meilleur moyen? C'est le meilleur moyen, ouais, absolument. On devine ton adresse email, j'imagine, comme tout le monde. Oui, bien sûr, voilà, sur LinkedIn, oui. Après, j'oriente aux bonnes personnes ou je réponds, pas de souci. La toute dernière, qu'est-ce que tu cherches le plus aujourd'hui chez PwC? Des collaborateurs, si j'ai bien compris, non? Alors, des talents, toujours. Ça, oui, bien sûr, des collaborateurs. Et puis surtout dire aux clients qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter, parce que on est là pour répondre à toutes les problématiques complexes. Donc voilà, je fais un appel si jamais ils se posent des questions, qu'ils n'hésitent pas. Ok, de toute façon, au pire vous trouverez un associé ou une collaboration avec d'autres personnes. Exactement, oui. Merci Patrice, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et à bientôt, merci à tous. Et puis inscrivez-vous au podcast d'OVNI, on a plein d'épisodes passionnants comme celui-ci aujourd'hui. Et je suis impatient de voir la suite de tes aventures et des aventures de PwC. Merci, à bientôt.